Et le but d'Elnet en Israël, effectivement, comme nous l'avons fait récemment, c'est de faire, en particulier, faire venir des délégations européennes de parlementaires, mais pas seulement de parlementaires, de les faire rencontrer ici en Israël. Nous avons également des dialogues stratégiques entre les centres de recherche, les think tanks israéliens et européens de plus haut niveau. Et troisième sujet qui va être une de mes priorités, ça va être d'utiliser les accords d'Abraham pour renforcer les relations entre l'Europe et Israël en créant des partenariats triangulaires. Et comme je vous l'ai annoncé, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Professeur à l'université de Tel Aviv et également, et nous allons en parler dans quelques instants, nouveau directeur d'Elnet Israël. Nous en parlerons avec vous, Emmanuel, dans quelques instants. Mais je voudrais avec vous revenir d'abord sur le développement diplomatique important de la journée. C'est cette visite de Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, qui est venu ici pour une première prise de contact avec la nouvelle administration israélienne, avec le nouveau gouvernement, bien que, bien entendu, Sullivan connaît Binyamin Netanyahou, mais il va y avoir des rencontres importantes avec plusieurs sujets à l'ordre du jour. Qu'est-ce que les Américains, à votre avis, attendent du nouveau gouvernement de Binyamin Netanyahou, on pourra dire en particulier dans le dossier du nucléaire iranien, qui sera certainement le dossier de prédilection? Justement, sur la question du dossier du nucléaire iranien, aujourd'hui, les différences sont minimes, voire invisibles, entre les États-Unis et Israël, puisque l'idée d'un nouvel accord avec l'Iran n'est plus d'actualité, non seulement parce que les négociations se sont bloquées déjà il y a plusieurs mois, mais également parce que le régime iranien aujourd'hui fournit des drones à la Russie et tue ses propres citoyens. Donc l'idée d'un accord n'est plus d'actualité, et dans un tel contexte, finalement, aujourd'hui, on ne voit même plus les différences, finalement, entre les États-Unis et Israël sur le dossier iranien. Alors, sur le dossier iranien, il y a donc une sorte d'accord tacite. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une sorte de feu vert de la part de l'administration américaine pour une opération militaire contre des cibles nucléaires iraniennes? On en a parlé lors des dernières interviews qu'avait accordées à Aviv Kochavi avant de quitter l'armée. De toute façon, la position américaine officielle a toujours été que Israël, bien entendu, a le droit de se défendre et de prendre ses propres décisions en termes de sa sécurité, en termes de la menace iranienne. On sait qu'en 2012, les États-Unis avaient tout fait effectivement pour bloquer une telle opération militaire de la part d'Israël. Il faut bien comprendre également que le contexte de 2012 et de 2023 est complètement différent en termes des infrastructures militaires iraniennes. Et qu'aujourd'hui, une telle opération serait beaucoup plus évidemment compliquée et n'aurait pas les mêmes résultats. Mais encore une fois, la position officielle américaine est que Israël est évidemment un pays souverain qui est en droit de prendre ses propres décisions sécuritaires. Alors, on peut se poser une question également qui est liée au rapprochement que l'on constate ces derniers mois entre la Russie et l'Iran. Est-ce que l'administration américaine voudra connaître le positionnement de Binyamin Netanyahou face à la Russie aujourd'hui? Est-ce que Biden peut exiger de Binyamin Netanyahou un recentrage alors qu'on connaît les relations qui étaient bonnes entre Netanyahou et Poutine? Je pense que c'est pas uniquement le gouvernement américain qui est en droit de savoir quelle est la position de Netanyahou à ce sujet, mais également les citoyens israéliens. Oui. Je pense que c'est la moindre des choses. Nous avons un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau Premier ministre, et nous ne savons toujours pas quelle est la ligne officielle du gouvernement israélien sur le dossier de la guerre en Ukraine. En tant que chef de l'opposition, Netanyahou ne s'était pas exprimé à ce sujet, ou très très peu. Et il est temps de savoir quelle est la position du gouvernement, alors même, comme vous l'avez rappelé, que les relations militaires entre la Russie et l'Iran ne font que se renforcer, et que dans un tel contexte, quelle est la position d'Israël? Est-ce que Israël, comme le précédent gouvernement, va prendre une position très claire, similaire à celle du monde occidental et à l'alliance de l'OTAN, ou bien va vouloir avoir une autre position vis-à-vis de la Russie? Nous attendons toujours de savoir, c'est pas seulement le gouvernement américain, mais je pense également les citoyens israéliens,
qui attendent toujours de savoir et d'entendre quelle est la position de leur gouvernement à ce sujet. Alors l'autre dossier qui préoccupe les Américains, c'est ce qui se passe en Judée, en Samarie, et le pouvoir, l'effritement du pouvoir de Mahmoud Abbas. Je voudrais avoir votre appréciation sur un phénomène qui est lié de manière indirecte aussi à la vidéo publiée par le Hamas il y a 2 jours d'Abraham Mengistu. Est-ce qu'aujourd'hui le Hamas est en perte de vitesse, parce qu'on dit clairement que à Gaza, dans la bande de Gaza, eh bien le vent, un vent, on va dire, de révolte ou de mécontentement grandissante est en train de souffler sur le Hamas, et que c'est l'une des raisons qui ont poussé d'une certaine manière le Hamas à essayer de remettre le dossier d'un échange de prisonniers sur le devant de la scène, parce que eh bien finalement le Hamas s'affaiblit dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est le cas aussi en Judée et en Samarie, et que souhaitent les Américains par rapport à cela et par rapport au leadership affaibli de Mahmoud Abbas? Alors, il y a là un paradoxe, je pense, sur le pouvoir du Hamas, dans la mesure où il y a effectivement des rumeurs selon lesquelles il y a de plus en plus de mécontentement contre le Hamas dans la bande de Gaza. En revanche, en Judée-Samarie, dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne, il y a un affaiblissement du régime de Mahmoud Abbas, de l'OLP, mais d'un autre côté, étant donné que le Hamas n'a jamais été au pouvoir dans l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, le pouvoir et l'influence du Hamas ne seraient pas la même dans le cadre d'élections, ce qui est une des raisons effectivement pour lesquelles Mahmoud Abbas a bloqué les élections depuis maintenant 2005 ou 2006. Donc, d'un côté, il y a effectivement, semble-t-il, un mécontentement croissant contre le Hamas dans la bande de Gaza, mais en revanche, s'il y avait des élections au sein de l'autorité palestinienne, il n'est pas du tout dit que le Hamas ne remporterait pas une victoire, mais encore une fois, il s'agit là aussi de spéculations qui sont également fondées sur des sondages qui ne sont pas forcément très fiables non plus. Mais concrètement, que peut faire l'administration Biden? Quelle pression, quel levier de pression a-t-elle sur Binyamin Netanyahou pour tenter, par exemple, de le forcer à faire des gestes en direction de Mahmoud Abbas pour essayer de consolider son leadership? Vous savez, c'est pas nouveau que les États-Unis, toutes les administrations américaines, qu'elles soient démocrates ou républicaines, parlent toujours de renforcer l'autorité palestinienne. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui, et que peut faire Israël dans la mesure où le régime de Mahmoud Abbas est en pleine déliquescence? Il a, je crois, maintenant 87 ou 88 ans. Sa santé se dégrade. On parle déjà d'un successeur. Donc je pense que même les Américains commencent à parler du jour d'après, d'essayer de voir qui serait son successeur et s'il serait possible de travailler avec lui. Alors, on va aborder le deuxième sujet pour lequel nous voulions dialoguer avec vous, puisque, comme je le disais, vous avez été nommé récemment directeur d'Elnet Israël. On connaît notre ami Aryeh Ben-Tsemoun, qui est le directeur d'Elnet en France et qui a une action de lobby importante auprès des autorités en France. Quel va être votre rôle en tant que tel en Israël, en tant que directeur d'Elnet ? Alors, Elnet est une organisation européenne. Je n'utiliserai pas le terme de lobby. C'est à la fois un centre une institution de recherche également qui essaie de renforcer, qui renforce les relations entre l'Europe et Israël. Elnet a des bureaux, vous avez rappelé Paris, mais également à Londres, Berlin, Varsovie. Le bureau israélien, je dirais un peu le bureau central de l'organisation, qui a également des bureaux aux États-Unis. Et le but d'Elnet en Israël, effectivement, comme nous l'avons fait récemment, c'est de en particulier faire venir des délégations européennes de parlementaires, mais pas seulement de parlementaires, de les faire rencontrer ici en Israël, de créer des dialogues. Nous avons également des dialogues stratégiques entre les centres de recherche, les think tanks israéliens et européens de plus haut niveau. Et troisième sujet qui va être une de mes priorités, ça va être d'utiliser les accords d'Abraham pour renforcer les relations entre l'Europe et Israël en créant des partenariats triangulaires entre les sociétés et les sociétés commerciales et la société civile des pays européens, d'Israël et des pays arabes qui sont signataires des accords d'Abraham pour faire face ensemble à la crise énergétique et alimentaire créée par la guerre en Ukraine.
Alors, vous le mentionniez, il y a donc une représentation d'Elnet à Varsovie en Pologne, et justement, ce sont des élus polonais qui sont venus en Israël ces derniers jours. Vous les avez fait rencontrer avec le président de l'État, Yitzhak Herzog, entre autres. Est-ce qu'il y a un changement, une amélioration dans les relations entre Israël et la Pologne aujourd'hui? Alors, il y a d'abord une volonté de changement. Je pense que le fait que cette délégation de parlementaires polonais, qui était une délégation bipartisane de membres de l'opposition et de la coalition, à la fois de la Chambre haute, le Sénat, et de la Chambre basse, le Sejm, cela montre qu'il y a une volonté, en tout cas également de la Pologne, d'ouvrir une nouvelle page. On sait que les relations entre Israël et la Pologne ont traversé une crise ces 2 dernières années, et je crois qu'il y a une volonté effectivement d'ouvrir une nouvelle page. Nous attendons toujours que la Pologne nomme un nouvel ambassadeur en Israël. Nous avons maintenant un nouvel ambassadeur israélien à Varsovie. Nous attendons également que la Pologne change sa façon de voter à l'ONU. Il y avait une grande déception il y a à peu près 2 ou 3 semaines lorsque la Pologne avait voté contre Israël à l'Assemblée générale, mais nous y travaillons, et nous y travaillons évidemment en coordination avec le ministère des Affaires étrangères israélien. Et je pense que cette délégation montre bien qu'il y a une volonté, aussi bien du côté polonais que du côté israélien, de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre, je dirais, dans les relations entre les 2 pays. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ces 2 dossiers importants, diplomatiques avec la visite de Jack Sullivan en Israël aujourd'hui, et puis sur le plan des relations entre, on va dire, Israël et la communauté internationale à travers votre nomination au poste de directeur général d'Elnet Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Emmanuel. Merci et bonne journée.